Bonjour à tous, bienvenue sur ce 7e séminaire sur la Covid-19 organisé par les Hospices Ville de Lyon. Je suis le professeur Jean-Christophe Richard, réanimateur à l'hôpital de la Croix-Rousse, et mon co-chairman est le docteur Thomas Perpoint, infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse. Alors vous le savez, ce séminaire se veut interactif et donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, questions auxquelles nous répondrons après les présentations. Vous pouvez aussi poser des questions sur l'adresse webinaire@chu-lyon.fr auxquelles nous répondrons la semaine prochaine. Alors voici le plan de ce webinaire. Nous allons débuter par un point épidémiologique, puis par un point virologique comme d'habitude, et nous passerons à la thématique du jour qui porte sur la Covid-19 chez les patients transplantés. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au premier point de l'ordre du jour, qui est le point épidémiologique, présenté par le docteur Charles Hervé Vacheron, qui est médecin en santé publique aux Hospices Civils de Lyon. C'est à vous, Charles Hervé. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, en effet, je prends le point épidémique de ce 1er décembre pour, sans plus attendre, des courbes qu'on suit semaine après semaine et qui n'ont pas beaucoup changé. Et donc, quand on regarde le taux d'incidence de la maladie, on peut voir une baisse qui se poursuit et qui évolue déjà depuis 3 semaines. On arrive à un taux d'incidence autour de 100 cas pour 100 000 personnes semaine, ce qui est plutôt rassurant. Quand on regarde un petit peu la diffusion de la maladie entre les tranches d'âge, on peut remarquer que cette baisse, elle est dans toutes les catégories de la population et qu'il n'y a plus vraiment une surreprésentation d'une classe d'âge ou une surdiffusion du virus dans une classe d'âge plutôt qu'une autre. Cette baisse, elle se poursuit sur tout le territoire. Quand on prend les 4 grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, on voit que cette baisse, elle se poursuit depuis ces quelques semaines et qu'elle est parfaitement symétrique. Si jamais on essaie de chercher un petit peu les conséquences cliniques de cette baisse du taux d'incidence, on remarque que le nombre d'hospitalisations de patients hospitalisés, bien que extrêmement haut toujours, on est toujours au-dessus de la première vague, commence à baisser et amorce une baisse qu'on espère constante, ainsi que le nombre de patients en réanimation qui baisse aussi. Quand je pense d'un point de vue de la biologie, donc au niveau des tests réalisés aux HCL, on voit qu'on fait de moins en moins de tests depuis les 3 dernières semaines, avec globalement un taux de positivité qui oscille entre 15 et 20% à la baisse. En parlant de tests, là un petit focus aujourd'hui sur les tests diagnostiques et les notions de sensibilité, spécificité, et surtout d'un sujet qui est évoqué, en ce moment, c'est le dépistage de masse, pour essayer de sauver Noël et d'arriver à faire des fêtes de fin d'année sans mesures barrières et avec toute la famille. Quand on s'intéresse à ces tests diagnostiques rapides qui ont été mis sur le marché, la HAS a fait une synthèse de la littérature que je vous invite à lire si vous les utilisez, qui a été diffusée le 8 octobre. Et qui nous permet déjà de poser la question de la sensibilité, donc c'est la probabilité que le test soit positif chez les malades, qui a été estimée autour de 90%, avec une grande variabilité dans la littérature. Sur les études, ça va être 17 à 97%. Quand on enchaîne avec la spécificité, donc la probabilité que le test soit négatif chez les non-malades, on a une excellente spécificité, toutes études confondues, aux alentours de 99%. Quand on regarde un petit peu à froid ces résultats, on pourrait se dire que y a un problème de sensibilité et qu'au niveau de la spécificité, on est très bon. On va voir un petit peu ce qui va se passer si on fait demain un test de dépistage dans toute la population. La population nationale fait à peu près 67 millions de personnes. Si on extrapole à partir du taux d'incidence de ces derniers jours, on peut avoir à peu près 1000 malades, 1000 cas dans la population qui ne sont pas encore diagnostiqués, qui continuent de diffuser le virus. On leur fait le test à ces 10 000 malades, on arrive avec 9000 tests positifs et 1000 tests négatifs, c'est la notion de sensibilité. Ensuite, par contre, on va faire passer ce test aux quasiment 67 millions d'autres Français sur le territoire. Et là, c'est la spécificité qui va parler. Et cette spécificité de 99%, elle va nous donner quoi? Un grand nombre de tests négatifs, évidemment, mais quasiment 700 000 tests qui seront positifs. Au final, on aura essayé de faire une stratégie de dépistage global et massif avec ces tests diagnostiques rapides. Et pour 10 000 malades dans la population,
on arrivera à quasiment 700 000 tests qui seront positifs et 1000 patients qui auront eu un test négatif et seront faussement rassurés sur leur contagiosité pour les fêtes de Noël. Et donc probablement que ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution, le dépistage global et massif, tout simplement parce qu'on a oublié une notion qui, dans les tests diagnostiques, tous les tests diagnostiques, quels qu'ils soient, est essentielle, c'est la notion de dépistage ciblé et surtout de probabilité pré-test. Quand on fait un test diagnostique aujourd'hui en clinique, qu'est-ce qu'on fait? On regarde on estime, le clinicien prescrit son diagnostic sur la base d'une probabilité pré-test qui dépend globalement de la prévalence de la maladie, donc de la diffusion de la maladie dans la population, et ensuite de l'examen clinique qui va lui orienter vers un diagnostic plutôt qu'un autre. Donc c'est comme ça qu'on arrive sur une population générale que vous pouvez voir à gauche, sur tout ça, à diminuer le nombre de négatifs que l'on va tester et pour lequel on n'aura pas de test négatif, au prix probablement d'une petite baisse ou toute petite baisse d'asymptomatiques qui n'auront pas été screenés par l'examen clinique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un joyeux décembre. Ok, merci pour avoir précisé les difficultés vers lesquelles on va aller, parce qu'on n'aura pas de solution pour trouver la population facilement de malades. On va partir sur le point virologique avec Émilie Frobert qui va nous parler également du positionnement de ces tests antigéniques et un peu plus avec d'autres développements mis au point en virologie. Émilie, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, en fait, hop. Donc moi, je voulais rapporter justement les résultats qu'on avait pu avoir suite à l'utilisation des tests antigéniques respiratoires au niveau des Hospices civils de Lyon. Donc la présentation précédente était assez claire de toute façon sur l'utilisation de ces tests antigéniques. Je voulais quand même rappeler ici justement la dernière évolution qui date du 28 novembre donc week-end dernier, puisque la HAS a élargi en fait leur utilisation, y compris aux personnes contacts, donc asymptomatiques, et qu'en tout cas pour leur utilisation au niveau des patients des urgences ou des patients hospitalisés, ces tests antigéniques, en tout cas pour la HAS, sont positionnés potentiellement en complément, mais certainement pas en remplacement de la technique de référence qui est bien sûr la RT-PCR. Donc, par rapport à ces tests antigéniques, il semblait important quand même de faire le point justement sur les performances analytiques parce que, bien évidemment, elles peuvent varier selon le fournisseur et donc il y a cette étude de Pawlowski, l'équipe parisienne, qui rapporte cette sensibilité variable qui parfois peut être très médiocre, autour de 35 %. Avec, en tout cas pour les tests que l'on utilise, on va dire plus classiquement dans nos laboratoires qui sont Abbott et AZ, une sensibilité globale plutôt autour de 55 %, voire un peu plus pour AZ. À rapporter en fait la sensibilité qui est intéressante pour les CT qui sont inférieures en fait à 33, qui correspond à une excrétion virale significative, où bien évidemment cette sensibilité peut être augmentée et plus autour, on va dire de 70 %. La spécificité, effectivement, on s'en méfie également, mais pour l'instant, en tout cas pour les tests que l'on utilise, il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Deux paramètres importants qui ont été rapportés dans cette étude et notamment, j'ai pris les résultats réalisés avec les tests Abbott qui sont ceux qui nous ont été fournis lors de commandes d'État. Pas de différence en fait de sensibilité par rapport à la gravité de l'infection, même si on peut quand même noter une légère diminution de cette sensibilité pour les cas graves. Et comme attendu, bien évidemment, par contre, cette sensibilité diminue par rapport au délai du début des symptômes cliniques, avec une sensibilité autour de 80% dans les 3-4 jours après le délai et qui chute drastiquement, bien évidemment, quand on s'écarte du début des symptômes cliniques. Alors, en tout cas, nous, ces tests antigéniques, on a l'expérience de les avoir utilisés tout d'abord dans une première situation en populationnelle, lors en fait d'un cluster dans une école supérieure au niveau de la métropole. Donc, ce qui a été réalisé, c'est en parallèle, en fait, l'utilisation de ces tests antigéniques utilisés vraiment comme un TROD et bien évidemment confirmés par la PCR en parallèle. Donc, il y a un peu plus de 450 personnes qui ont été dépistées ainsi. Le taux de positivité global pour la PCR était quand même de 21 %, là où le virus circulait un petit peu moins. En septembre, on était plutôt autour de 7 %. À noter deux choses intéressantes. Le fait que parmi les
les personnes ayant des PCR positives, on note quand même 25% de patients qui étaient asymptomatiques. Et en tout cas, il n'a pas été relevé de différence dans les CT entre les patients symptomatiques et asymptomatiques. Sur les performances analytiques, en tout cas de ces tests antigéniques, donc en situation concrète, la sensibilité était quand même moins bonne que celle annoncée par le fournisseur, puisqu'on était autour de 50%. Ça veut dire qu'on ratait quand même un dépistage sur 2 avec cette technique. La deuxième situation, en fait, on a eu l'expérience de ces tests antigéniques, c'était en déporté, en fait, sur les centres de biologie, notamment au pic de l'épidémie, pour répondre à une demande d'urgence, aux urgences, pardon, des hospices. Donc, on a fait cette étude sur à peu près une dizaine de jours et sur les différents sites, avec l'aide des 5 HU de pharma. Et donc, sur cette période d'étude, on était à peu près à 24% de taux de positivité, avec, comme on peut le voir ici, uniquement 7% de positifs détectés avec les tests antigéniques. Ce qui nous a conduit quand même à trouver une sensibilité forcément pour ces tests largement en deçà des caractéristiques attendues, puisqu'on n'était qu'à 30%. Et pour avoir une petite idée quand même du cut-off par rapport à la PCR, en tout cas les PCR qu'on vous rend en GenExpert, ce cut-off plutôt se situait quand même autour de 25. Ça veut dire qu'au-delà d'un CT de 25, les tests antigéniques, en tout cas dans ce contexte, en déporté avec un protocole adapté, on n'était pas en mesure de rendre un diagnostic correct. L'économie des tests moléculaires, en fait, forcément correspond au pourcentage de positivité, puisqu'en fait, la question qui se pose, c'est par rapport à ces tests moléculaires en déporté, c'est bien évidemment le fait qu'ils soient contingentés et que, comme vous le savez, en tout cas pour les hospices, on n'a pas la possibilité de les multiplier. Donc finalement, avec cette faible sensibilité, cette économie modeste et également un temps diagnostic qui était, ce gain diagnostic était également modeste, hein, puisque quand on avait un test TROD positif, on gagnait 6 minutes, mais quand il était négatif, on en perdait 20. Et bien, par rapport à ça, c'est vrai que d'utiliser ces tests antigéniques en déporté pour aider les urgences n'a pas paru une situation tout à fait, une conclusion tout à fait pertinente. Voilà, donc en conclusion quand même par rapport à ces deux situations, donc on peut noter les différences au niveau des performances analytiques entre ce qui peut être annoncé par le fabricant et l'utilisation en pratique qu'on a pu en faire, ce qui a expliqué que ces tests n'ont pas été implémentés de façon plus pérenne au niveau des hospices et notamment positionnés au niveau des urgences. Et je rappelle quand même donc, que cette filière Covid déportée, hein, puisque c'était là où potentiellement on voulait implémenter ces tests antigéniques, en tout cas pour les hospices, reste basé sur de la biologie moléculaire, quel que soit le site, même si vous avez pu voir que potentiellement on avait plusieurs techniques de biologie moléculaire et que, en tout cas, ça fait que chacun des patients n'a aucune perte de chance par rapport à ce diagnostic. Cette filière Covid déportée reste utilisée pour les urgences vraies, médicales, organisationnelles. Et je rappelle quand même ici le nombre de ces tests en déporté de biologie moléculaire qui sont contingentés et qui probablement vont le rester, du moins pour quelques fournisseurs, pour l'année 2021. Voilà notre retour d'expérience de ces tests antigéniques, pas forcément très concluant. Merci. Je m'excuse juste du fait que je doive vous laisser, en tout cas pour ma part, pour le reste, même si ce n'est pas très poli de quitter en cours de route. Merci beaucoup, Émilie, pour nous avoir présenté les limites de ces tests antigéniques. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante, qui est la thématique du jour sur Covid-19 chez le patient transplanté, qui sera faite par le professeur Olivier Tonat, qui est néphrologue à l'hôpital Édouard Herriot. Olivier, c'est à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation. Non, merci à vous pour cette invitation, c'est toujours un plaisir et c'est aussi un honneur d'avoir un petit focus sur la transplantation une fois de temps en temps, parce que ce n'est pas une thématique très classique. Et donc je vais parler un peu de transplantation d'organes avec un focus sur la transplantation rénale et je vais vous expliquer un peu pourquoi. D'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette transplantation, il faut savoir que le changement des habitudes de vie dans les pays développés a conduit à ce qu'on s'occupe de plus en plus de maladies chroniques et donc fort logiquement ces maladies retentissent sur les organes vitaux. Et on peut considérer que la défaillance d'un organe vital, c'est la première cause de décès dans les pays développés et représente 25% à peu près des dépenses de santé.
Chez les patients qui atteignent un stade terminal de ces maladies, on n'a pas tellement d'autres alternatives thérapeutiques que de remplacer cet organe par un organe qui fonctionne, un greffon. Et c'est le principe même de la transplantation d'organes. En 2013, on estimait qu'il y avait à peu près 50 000 patients en France qui vivaient avec un greffon. C'est probablement beaucoup plus à l'heure actuelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un certain nombre de situations, défaillance d'organes terminales pour le foie, le poumon ou le cœur, on n'a absolument pas d'autres alternatives thérapeutiques. Ce que vous avez compris, c'est que ces organes proviennent de donneurs de la même espèce, sont d'autres patients, mais qui sont décédés. Génétiquement différents, pas toujours d'ailleurs, on peut faire des greffes à partir de donneurs vivants, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ils sont génétiquement différents, et ça c'est un problème, parce que le système immunitaire du receveur peut reconnaître ce greffon et monter une réponse contre lui, c'est ce qu'on appelle le rejet de greffe. Et pour prévenir ce rejet de greffe, qui est quand même la première cause d'échec en transplantation, on utilise des traitements immunosuppresseurs qui vont déprimer le système immunitaire. Alors, sans surprise, on sait qu'en faisant ça, on expose des patients à des risques de complications infectieuses. Et on n'a pas été très surpris quand les premiers résultats de l'étude Open Safely ont été publiés au mois de juillet de cette année, de constater que dans l'épidémie de Covid-19, le fait d'être transplanté d'organes, à côté des autres facteurs de risque que je vous ai rappelés ici, vous voyez probablement ma flèche déplacée, est un facteur de risque majeur lorsqu'on est infecté de décéder du Covid, de l'ordre de 4 fois plus de chances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de situations où on ne peut pas faire autrement. C'est le cas des greffes de foie, de poumon ou de cœur. Et donc, malgré ce sur-risque connu, le choix a été fait, parce qu'on n'en avait pas, en fait, de continuer à faire ces greffes. Je vous ai dit que j'insisterai sur la transplantation rénale parce qu'il y a une situation un peu particulière en transplantation rénale, que je vais juste vous détailler dans un instant. C'est qu'au 3 mars, à peu près, on a eu le premier cas de patient transplanté rénal atteint de Covid en France. C'était à Strasbourg, parce que vous vous souvenez que la première vague a atteint le nord-est de la France en premier. Et on s'est posé la question de savoir si on allait maintenir cette activité de transplantation rénale. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour la transplantation rénale et pas pour les autres? Je vous ai dit que pour les autres situations, on n'a pas d'alternative, mais en transplantation rénale, il se trouve qu'on peut faire quelque chose. Au lieu de transplanter le patient qui a atteint un stade terminal de son insuffisance rénale, on peut le mettre en hémodialyse chronique. Ça consiste à le brancher à une machine qui va épurer, pour être un peu schématique, le sang. Et c'est des séances qui durent 4 heures, 3 fois par semaine, en règle générale. Alors, on sait très bien qu'en termes de survie du patient, en termes de qualité de vie pour ce patient et en termes de coût, la transplantation fait mieux que l'hémodialyse. Elle est considérée comme la référence pour l'insuffisance rénale chronique terminale, la transplantation. Mais néanmoins, on sait aussi que la transplantation rénale, elle concerne tellement de patients qu'on n'a pas suffisamment d'organes pour les greffer. Donc on a une situation de pénurie d'organes, et donc la plupart des gens qu'on veut transplanter, on est en fait obligé de passer par une phase où ils sont inscrits sur une liste d'attente et où ils attendent en hémodialyse. Et donc on a plutôt que de mettre ces deux techniques en fait en compétition, il vaudrait mieux les considérer comme complémentaires. Je vous ai mis à droite un schéma un peu compliqué, mais en fait c'est assez simple. Je veux juste essayer de vous dire qu'en 2018, par exemple, si on est un patient insuffisant rénal chronique terminal, ben vous voyez qu'on a à peu près sur 15 000 patients en gros qui sont arrivés à ce stade terminal, on a presque 11 000 patients qui sont passés par la case dialyse et seulement 500 patients qu'on a greffés directement. Donc le gros du flux des patients transplantés vient des patients hémodialysés. Donc c'est vraiment une technique complémentaire. Et donc, pour revenir à la question qui nous concerne ce soir, c'est finalement en période d'épidémie Covid, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc au 3 mars, on n'était pas préparé, on ne savait pas très bien. Et on a agi de façon un peu dogmatique. On a réuni les sociétés savantes, donc la Société francophone de transplantation, la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, et puis l'Agence de régulation nationale, qui est l'Agence de la biomédecine. Et les experts se sont réunis et on a décidé collectivement qu'il valait probablement mieux interrompre l'activité de transplantation, puisqu'on ne voulait pas faire courir de sur-risques liés à l'immunosuppression chez des patients qui avaient une alternative thérapeutique qui était l'hémodialyse chronique. Donc on a arrêté cette transplantation, toute transplantation sur le territoire national au 16 mars, et c'est une attitude qui a été partagée finalement assez largement. Je vous ai mis ici un petit papier qui fait la synthèse de ce qui a été fait ailleurs dans le monde. Et vous voyez, si vous regardez dans le cadre rouge, que dans la plupart des cas, pour les situations de transplantation rénale, la décision a été prise de suspendre ces programmes voilà, à une large majorité de pays. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on a évidemment assisté à une chute brutale du nombre d'organes transplantés, parce que ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que la transplantation rénale, c'est l'activité dominante de transplantation d'organes. On greffe à peu près, mettons, 5000 organes par an, et la transplantation rénale représente autour de 3500 greffes. Je suis probablement un peu en dessous des chiffres, ça c'est des chiffres qui datent déjà un petit peu. Donc vous voyez que pendant le confinement, on n'a pratiquement plus greffé du tout, un tout petit peu, mais c'était les organes qui n'étaient pas des reins, comme je vous l'ai dit. Et puis dès que le confinement a été levé, on a repris la transplantation rénale sur selon l'habitude, en Covid-free, entre guillemets. Le problème, c'est qu'en septembre, on s'est rendu compte qu'il y aura probablement une seconde vague, et on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire pour gérer cette seconde vague. Et cette fois-ci, à la différence de la première vague, on a pu tirer parti de l'expérience de de ce qui s'était passé lors de la première vague pour essayer de voir ce qu'il fallait faire.
Donc on a fait une étude au niveau national qui a fait participer à la fois les gens du registre Covid de nos sociétés francophones de transplantation avec l'Agence de la biomédecine qui a également un autre registre qui s'appelle Cristal. Et l'important, c'est qu'on a pu colliger un nombre d'informations très important puisqu'on a suivi les 16 210 candidats à une greffe, les patients qui sont inscrits sur liste, et les pratiquement 43 000 patients qui étaient greffés d'un rein. Dans les deux zones, donc à haut risque et à faible risque, j'y reviendrai tout à l'heure, pendant la période de la première vague, entre mars et juin 2020. Et on a également recueilli les informations pour ces mêmes populations sur les 2 années précédentes, sur la même période, pour avoir un élément de référence. Ce que vous voyez ici, c'est la moyenne glissée du nombre de décès quotidiens pour les deux populations. Donc, en rouge, les transplantés, en bleu, les candidats à la greffe. Et vous voyez que l'année 2020, à chaque fois, est associée à une bosse qui correspond à un surrisque de mortalité, qui est significatif pour les deux populations. On ne pouvait pas comparer directement les deux courbes parce que la taille des populations est différente, évidemment. Ce que vous voyez aussi, c'est que quand on regarde en dessous, les causes de décès, Covid en noir, non Covid en blanc, l'intégralité de l'excès de risque de mortalité est expliquée par des décès Covid. Alors, pour la zone à faible circulation virale, ce qu'on voit, c'est que par rapport au nombre de décès attendus, c'est la ligne en pointillé, finalement, les transplantés en rouge, ils n'ont pratiquement pas d'excès de risque, alors que les candidats, cet excès de risque n'est pas très important, mais il est plutôt un peu au-dessus. Et comme il se trouve que dans la zone de faible circulation virale, il y a aussi moins de tension sur les activités de prélèvement et de suite de chirurgie de greffe, il y a moins de tension sur l'hydréanimation, la logique, c'est finalement de continuer la transplantation rénale lorsqu'elle est possible dans ces zones à faible circulation virale, et c'est ce qui a été fait pour cette deuxième vague de la Covid. Pour la zone de forte circulation virale, à gauche, donc là c'est très différent, vous voyez que l'échelle n'est pas la même, et il y a une surmortalité qui est très importante pour les deux populations, rouge et bleu, donc rouge transplanté, bleu dialysé. On ne s'explique pas très bien cet aspect bifide de la courbe, on pense que c'est assez artefactuel, mais en tout cas quand on regarde les aires sous la courbe, c'est à peu près équivalent, donc le surrisque a l'air à peu près identique dans ces deux populations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce surrisque de mortalité, il capture en fait deux risques qui sont très différents, le risque de s'infecter avec le virus SARS-CoV-2 et puis le risque de faire une forme grave de la Covid quand on s'est infecté. Et c'est ça qui est intégré dans le surrisque de mort. Quand on regarde ces deux risques séparés dans les zones à forte circulation virale, on constate que les transplantés, ils font beaucoup moins d'infections à SARS-CoV-2 que les candidats, qui sont hémodialysés chroniques pour la plupart. Ce qui est assez logique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est hémodialysé chronique, on vient 3 fois par semaine à l'hôpital pendant 4 heures, donc on a beaucoup plus de difficultés à se confiner et à respecter la distanciation sociale. Donc un risque plus important de faire une maladie Covid si on est dialysé que si on est transplanté. En revanche, si vous faites la maladie, sans grande surprise non plus, les candidats qui ne sont pas immunosupprimés, ils sont en attente de greffe, vont plutôt moins mourir du Covid que les transplantés, et c'est ce que montrent ces courbes-là. Donc à la fin, ça fait un risque à peu près équivalent, mais pour des raisons qui sont assez différentes. Et cette observation, elle a été faite par nous, mais elle a été faite par d'autres. Par exemple, je vous rapporte ici une publication qui a été faite par le groupe de l'Imperial College à Londres, donc qui était une zone de forte circulation virale, et où vous voyez que la mortalité globale sur la période entre les transplantés et les patients en attente est à peu près la même, comme chez nous. Donc l'idée, c'est que dans cette zone de forte circulation virale, puisque la surrisque de mortalité est le même, on pourrait imaginer qu'on fait un peu comme on veut, sauf qu'en fait, évidemment, ce n'est pas exactement aussi simple. D'une part, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème de logistique. Dans les zones à forte circulation virale, les LIDREA sont occupés par des patients Covid. Vous avez une forte pression sur les ressources qui fait que c'est difficile de faire du prélèvement d'organes, difficile de greffer les patients. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sous-estime probablement par la méthode que je vous ai montrée le risque pour les transplantés récents. Je vais essayer de vous convaincre que c'est le cas. D'abord, un transplanté récent, il vient juste d'être opéré. On a besoin de le voir beaucoup plus souvent en transplantation, parce que c'est là que se font les complications. Donc, il a aussi plus de mal à se confiner, probablement. Et puis, il est aussi plus lourdement immunosupprimé. On immunosupprime plus nos patients en début de greffe qu'à un stade plus tardif, au-delà de la première année. Si on compare ces patients transplantés récents, alors je vous rappelle qu'on avait arrêté la greffe pendant la première vague Covid, donc on n'a pas la réponse de ce qui se passerait. Mais si on essaye d'approximer, disons, pour utiliser un néologisme, ce qui se serait passé, en séparant les patients transplantés récents de moins d'1 an à ceux qui sont transplantés depuis plus d'1 an, on voit que les choses sont très différentes. Les transplantés de moins d'1 an, donc les récents, ont beaucoup plus de mal à se confiner et ils se rapprochent du risque de faire une infection à SARS-CoV-2. Ce risque se rapproche de celui des patients sur liste d'attente. Donc le bénéfice de la transplantation pour le confinement, il est perdu pour ces transplantés récents. Et en termes de décès, je vous ai dit qu'on les immunosupprimait plus, ces transplantés récents, et vous voyez que c'est eux qui ont le plus mauvais pronostic s'ils s'infectent par le SARS-CoV-2. Donc en fait, probablement que ça fait pencher la balance et que dans les zones à fort risque, il vaut mieux
interrompre l'activité de transplantation. Et c'est la conclusion que je vous propose là. En période d'épidémie de SARS-CoV-2, si on n'a pas d'alternative, on va poursuivre l'activité parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en foie, poumon et cœur. Pour le cas particulier de la transplantation rénale, où on existe une alternative qui est l'hémodialyse chronique, on va avoir tendance à poursuivre les greffes dans les zones à faible circulation virale parce que c'est possible, parce que c'est un moins grand risque pour les candidats et parce qu'on évite de gâcher de la ressource. Je vous ai dit qu'il y avait une pénurie d'organes. En revanche, pour les zones à forte circulation virale, il faut probablement interrompre cette activité. C'est ce qu'on a fait à Lyon, puisqu'on était touché de cette façon-là pour la deuxième vague. J'ai presque terminé, mais je voulais vous dire qu'on n'est pas inactif aussi sur le plan de la recherche. On essaie de comprendre ce qui se passe chez nos patients transplantés qui font l'infection. Et ça, on a pu le faire parce qu'on a une biocollection dans le service qui fonctionne assez bien. Et pendant la première vague, on a pu prélever des patients transplantés du rein avec un certain nombre d'échantillons, notamment de sérum, et comparer ça à des patients contrôles qui ont fait une maladie Covid comme eux, donc nécessitant une hospitalisation, mais sans immunosuppression. On voit que ces deux populations, elles répondent. La première vague d'anticorps IgM est à peu près la même chez tous ces patients, rouges, donc transplantés, et noirs, contrôle, mais qu'en matière de switch, donc la production d'une immunoglobuline plus efficace pour se défendre contre le virus, on voit que tous les patients contrôle répondent à peu près normalement, comme attendu, et que pour les transplantés, c'est moins clair. On en a qui vont se comporter comme des patients normaux, puis d'autres qui vont produire beaucoup moins d'anticorps, et enfin une troisième catégorie carrément sous le seuil de détection là, qui ne fait pas du tout d'anticorps. On estime que ça va probablement corréler avec le risque de faire une maladie grave, et ça on est encore en train d'y travailler. Et c'est des données qu'on a pu confirmer sur deux autres cohortes indépendantes en collaborant avec nos collègues de Strasbourg et de Barcelone. Donc on pense que cette explication d'une bonne réponse initiale qui finalement échoue chez certains patients à devenir une réponse réellement efficace, ça pointe vers une partie particulière de la réponse humorale contre le virus, la réponse anticorps contre le virus, ça s'appelle le centre germinatif. Et ça fait sens parce que nos traitements immunosuppresseurs ciblent un lymphocyte qui est le lymphocyte T, qui est l'élément majeur qui permet au lymphocyte B dans le centre germinatif de faire ce switch. Ça pose aussi la question de la mémoire à long terme chez ces patients parce que c'est dans le centre germinatif que se peaufine, si on peut dire, la mémoire humérole des patients. Donc on est en train de valider cette hypothèse au laboratoire en appliquant un test qui a été publié récemment pour étudier la réponse antivirale des lymphocytes T. Et je crois que j'en ai terminé. Je voulais juste terminer en mentionnant les gens qui ont participé à générer ces données que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc les gens de la Société francophone de transplantation, en particulier le registre, et Sophie Caillard qui le dirige, l'Agence de la biomédecine, dont je vous ai mentionné le rôle important, les médecins du service de transplantation des doigts RIO, et en particulier un petit focus sur des gens de l'ombre qu'on ne voit jamais, mais qui sont nos ARC et nos techniciens de biocollection qui sont très impliqués dans le recueil des échantillons dont je vous ai parlé à la fin du topo. Et puis bien sûr les collègues à l'extérieur des HCL qui nous aident aussi à avancer. Merci pour votre attention. Merci Olivier pour ton topo et pour finalement mettre en perspective quelque chose qui est souvent avancé, qui est la perte de chance, et la disséquer de cette façon-là avec les opportunités des différentes thérapeutiques est extrêmement intéressant et serait sûrement à appliquer dans plein d'autres modèles. On peut ouvrir à la discussion, on n'a pas d'échange bien particulier. Il y a une question qui est posée, tes patients transplantés sont suivis en ville ou suivis à l'hôpital? J'imagine que vous êtes extrêmement disponible sur la gestion. On a eu des Covid hospitalisés, c'est posé la problématique des immunosuppresseurs. Est-ce qu'elle se pose uniquement aux patients graves et lorsqu'ils sont hospitalisés sous oxygène? Est-ce qu'on doit moduler et comment moduler les immunosuppresseurs? Est-ce qu'il y a des messages particuliers aux médecins de ville qui ont pu se confronter à des patients Covid immunodéprimés? J'imagine qu'ils vous appellent, mais est-ce qu'il y a des choses à savoir plus particulièrement? C'est une excellente question parce que c'est vraiment au cœur de notre expertise et que c'est tellement particulier que nous, la façon dont on vit les choses, pour répondre simplement, c'est qu'en dehors même de l'épidémie Covid, on est toujours très disponible pour discuter avec tous les interlocuteurs qui voient nos patients sur cet aspect particulier de la prise en charge sur l'immunosuppression. Alors pour répondre un peu plus spécifiquement à la question que tu poses, Thomas, sur l'aspect prise en charge des traitements immunosuppresseurs pendant la pandémie, malheureusement, je n'ai pas de données très basées sur des preuves à partager parce que je ne crois pas qu'elles existent encore. Mais je peux dire qu'on a beaucoup travaillé au sein de la SFT encore pour essayer d'avoir une attitude un peu raisonnée. Alors sans être basée sur des preuves, elle est quand même basée sur une expérience de la gestion de ces traitements. Ce que je peux dire, c'est que d'une façon générale, chez les patients asymptomatiques, qu'on n'avait pas pendant la première vague, puisqu'on ne testait pas, mais qu'on a maintenant, on a tendance à rien faire, à considérer que le bénéfice de manipuler l'immunosuppression par rapport au risque de rejet qui imposerait de faire venir le patient à l'hôpital, etc., donc finalement de gêner son confinement, n'est pas intéressant. Donc chez les patients asymptomatiques, on n'adapte pas le traitement immunosuppresseur.
Pour les patients qui font un Covid symptomatique, on a tendance à baisser les doses de mycophénolate mofétine. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que notre immunosuppression de base chez le transplanté, elle s'appuie sur 3 traitements. Une catégorie, enfin une classe qu'on appelle les anticalcineurines, qui est un peu la clé de voûte de l'immunosuppression. Une autre qui sont des antiprolifératifs. Et puis, en général, c'est associé à des corticostéroïdes à faible dose. Donc, les premières choses qu'on touche, c'est les antiprolifératifs qu'on réduit de moitié ou qu'on arrête complètement selon les écoles. Mais en gros, on touche d'abord à cette classe d'antiprolifératifs chez des gens qui sont symptomatiques mais pas graves. Quand les patients sont hospitalisés, sans qu'ils aient besoin, sans que ce soit de la réanimation, on a tendance à arrêter complètement les antiprolifératifs et à réduire de moitié les CNI. C'est-à-dire à les mettre à des doses, puisque nous, on surveille nos traitements par des taux résiduels, à les mettre à la moitié de la cible habituelle. Et ça, on le fait, nous, il suffit de nous appeler, on peut très bien donner le conseil sur comment adapter les choses. En général, il faut le faire par téléphone avec nous. Et puis, quand le patient s'aggrave, s'il doit passer en réanimation, à ce moment-là, on arrête aussi les CNI. Le patient est laissé sous corticostéroïdes. En général, à ce moment-là, il y a volontiers une corticothérapie qui est mise en place de toute façon pour l'aspect Covid, et il reste comme ça. Et puis quand il s'améliore, on fait les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire on prend d'abord les CNI, les anticalcineurines, et puis tout à la fin, quand il est guéri, on lui remettra les antiprolifératifs. Le point clé, c'est que je pense qu'il faut le faire effectivement. Donc ça, c'est les grandes lignes. Chaque patient est unique, et donc je pense que c'est très important de se rapprocher de l'équipe de référence. En rein, c'est nous, mais il y a mes collègues en cœur et poumons, je sais, sont très disponibles. Donc, se rapprocher d'eux pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Je pense que c'est important aussi que chaque patient qui a eu son immunosuppression modifiée parce qu'il a fait un Covid soit réévalué à distance quand il aura guéri pour vérifier qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Ça peut nécessiter éventuellement de faire une biopsie de l'organe, par exemple. Et ça, c'est un point. Il y a une chose sur laquelle je voudrais finir, c'est qu'il y a, et ça, c'est pas non plus basé sur des preuves, j'ai été un peu long, mais je voudrais finir là-dessus. Il y a une classe d'immunosuppresseurs qu'on utilise relativement peu, mais qu'on commence à utiliser un peu plus pour différentes raisons, qui sont les inhibiteurs de mTOR. Et ceux-là, c'est des médicaments très particuliers. On pense qu'ils ont un effet direct sur la balance pro- et anti-inflammatoire, en favorisant plutôt des réponses pro-inflammatoires. C'est des travaux auxquels on a beaucoup contribué dans l'équipe. Et donc, nous, mais d'autres, nos collègues transplanteurs français sont assez d'accord avec ça. Au moins en rein, on a tendance, même quand le patient est asymptomatique, à plutôt essayer d'interrompre ce traitement pendant la phase du Covid parce qu'on s'en méfie et parce qu'on trouve que c'est compliqué à gérer. J'ai été un peu long, mais c'est un peu compliqué de faire plus simple. Olivier, moi j'ai une question. Tu as présenté des données très intéressantes sur la réponse anticorps chez patients transplantés. Mais j'ai l'impression qu'il manque la deuxième, ou le pendant, qui est l'infection virale. Est-ce que vous avez regardé si ces patients immunosupprimés ont des charges virales plus élevées et des durées d'excrétion virale plus importantes? Et j'ai une deuxième question aussi. En fait, tes patients, ils ont, tu l'as dit, des corticostéroïdes, et donc, en fait, ils ont un traitement quelque part préventif ou de l'évolution des malades vers les formes graves. Est-ce que la mortalité des transplantés, elle se fait par des atteintes respiratoires, ou elle se fait par des respiratoires liés au virus, ou elle se fait par des co-infections? Alors, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes et je vais être assez modeste dans ma façon de répondre. Donc d'abord, pour ce qui concerne la charge virale, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on l'aura. Dans le registre Covid, il y a actuellement de la SFT. On a colligé, à notre connaissance, tous les patients transplantés infectés. Et on a, au moins en rein, on a 1241 patients, donc, au dernier pointage que j'ai vérifié juste avant de me connecter. Donc ça, on aura toutes les informations pour eux et on pourra y revenir. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'information, ça n'a pas été comparé. Pour l'excrétion, on a effectivement l'impression qu'ils excrètent plus longtemps, mais je pense que ce n'est pas spécifique à nos patients transplantés. C'est probablement lié effectivement à leur immunosuppression et au fait qu'ils ont plus de mal à éliminer le virus. La deuxième partie de ta question, qui consistait à savoir de quoi ils meurent, ça c'est vraiment un sujet fascinant. Effectivement, au tout début de l'infection, on s'est demandé si en fait nos patients transplantés ne seraient pas protégés par nos traitements immunosuppresseurs. Je ne crois pas. Hein. Je crois que l'information maintenant elle est assez claire. Être transplanté, c'est plutôt un facteur de risque de faire une forme grave qu'autre chose, d'en décéder.
Vous vous souvenez sans doute de cette histoire de corticothérapie en dehors des transplantés. Les premières infos qui venaient de la Chine laissaient supposer que les corticoïdes, c'était pas très bon, mais en fait, c'était des données épidémiologiques de gens exposés aux corticoïdes au long cours qui étaient délétères, alors qu'en fait, on sait maintenant que donner un bolus de corticoïdes au moment où les gens s'aggravent est plutôt favorable, si je schématise un peu. Et donc, je pense que nos patients, ils font plutôt partie de ces patients exposés aux corticoïdes au long cours, et chez eux, c'est plutôt défavorable. Quant à savoir si... bref, pour répondre à la question du poids de l'immunosuppression, c'est assez difficile parce que évidemment nos patients ils sont aussi comorbides, ils ont aussi d'autres facteurs de risque. Donc il y a 2 études qui ont été faites, une du registre Covid, une autre de nos collègues parisiens, où on a essayé de comparer nos patients transplantés infectés Covid à des cohortes contrôle entre guillemets, c'est-à-dire avec les mêmes comorbidités mais sans les immunosuppresseurs. En fait, c'est assez compliqué parce que il se trouve que l'insuffisance rénale est en soi une cause d'immunosuppression et même de déstabilisation complexe du système immunitaire avec des effets pro-inflammatoires. Et en fait, il n'est pas impossible que le problème soit multiple et implique non seulement le traitement immunosuppresseur, mais aussi la cause même pour laquelle on les transplante, en l'occurrence les transplantés rénaux, c'est-à-dire l'insuffisance rénale. On n'a pas encore complètement répondu à tout et je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais c'est un gros chantier. Il me semble que j'oublie des éléments de réponse. Mais c'est à peu près ce que je peux dire ce soir sur ce sujet compliqué. Bien, ben merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On a à peu près fait dans les temps, donc je pense que la discussion a été nourrie. On peut passer. Alors, on a bien conscience là, avec toute l'équipe et tous les gens qui réfléchissent qu'il y a 2 sujets clés qu'il faut qu'on arrive à aborder dans les temps qui nous sont impartis. C'est la vaccination. La vaccination se posera sur les populations immunodéprimées et les problématiques de réponse immunitaire au vaccin, comme tu as montré, la réponse à l'infection, mais à la vaccination reste préoccupante. Et se posera bientôt la capacité de vacciner nos populations fragilisées. Donc, il y aura des topos sur la vaccination, on est en train d'y réfléchir. Puis, il y a un deuxième topo clé, c'est cette problématique du Covid long. Du Covid long qui veut dire plein de choses, à la fois les séquelles, à la fois l'expression clinique post-orage inflammatoire ou l'expression post-agression virale. Et on va aussi envisager rapidement de mettre au point un échange. Toutes ces questions qui ont été abordées, elles ne sont pas qu'hospitalières, on sent qu'elles sont importantes aussi pour la médecine de ville, mais on a bien conscience de ça et on est en train, avec Jean-Christophe, de penser un peu plus à fond le programme pour continuer d'intéresser et d'échanger sur ces sujets. La semaine prochaine, aujourd'hui, on reste sur un schéma assez conventionnel, Covid et cœur, mais on s'attelle à penser différemment pour essayer d'avoir plus de thématiques médicales et des thématiques qui vous parlent. On évolue en même temps que l'épidémie. On était très centré sur l'épidémie au début, donc avec des problématiques d'organes, de prise en charge, de virologie. Aujourd'hui, on sait que l'épidémie baisse et il faut qu'on pense au post-épidémie. Le post-épidémie, c'est le vaccin et le Covid long. Je vous remercie, à très bientôt et à la semaine prochaine, j'espère, et merci à tous. Merci.